Oh putain. Caramel. Caramel. Ainsi donc, la semaine dernière, Ronald McDonald a passé un accord avec le gouvernement français, plus exactement le ministère des Finances. L'objet du deal, allez, je tente l'explication. Il faut tout d'abord savoir que McDonald ne gère pas directement la plupart de ses 36 000 points de vente dans le monde. 80% d'entre eux sont exploités par des franchisés, soit des commerçants indépendants liés à la marque par un contrat de location-gérance. En France, ils sont environ 1500. Dans le cadre de ce contrat, chaque franchisé reverse à la maison mère 25% de son chiffre d'affaires sous la forme de 3 redevances. La première pour payer l'immobilier, la deuxième pour l'utilisation du nom de la marque et la troisième pour participer aux investissements publicitaires. Perçu dans un premier temps par McDonald's France, cet argent part illico aux Pays-Bas vers une société financière pure pour qui la fiscalité est nettement plus basse qu'en France. Et puis finalement, ces fonds arrivent au Luxembourg où l'impôt sur les bénéfices n'est que de 2% contre 33% en France. Le passage par les Pays-Bas permettant de transformer les redevances françaises en bénéfices nets pour l'entreprise McDonald's tout en brouillant les pistes pour les fonctionnaires du fisc hexagonal. Il aura d'ailleurs fallu 6 ans d'enquête aux inspecteurs du fisc alertés par des syndicalistes CGT et UNSA qui, à la suite d'un audit indépendant sur les comptes d'une filiale McDonald's dans l'Ouest parisien, avait flairé l'embrouille, pour que la justice française arrive à coincer l'entreprise de sandwicherons et mondialisée. C'est au bas mot 1 milliard d'euros qui aurait été ainsi soustrait au fisc français, 1 milliard d'euros à partir de 2015, puisque l'enquête a commencé sur les résultats de 2015. Avant, on ne peut pas y regarder. Du coup, afin d'éviter un procès qui pourrait dévoiler au grand public ces pratiques douteuses et magouilleuses, et suite à l'audition de 3 de ses dirigeants français, McDonald's décide donc de reconnaître les faits et de payer une amende de 1,2 milliard d'euros, arrêtant de même et du même coup toute velléité de procédure judiciaire. Ne reste plus qu'à regretter que l'instauration d'une justice finalement différente pour les grosses entreprises et les justiciers lambda n'empêche et n'exonère les dirigeants de ces entreprises de leur propre mise en cause pour avoir permis de telles manipulations financières frauduleuses. Et même si l'État finalement s'y retrouve financièrement, tout en évitant un procès long et coûteux, il n'en reste pas moins que la méthode peut sembler un peu limite vis-à-vis d'une égalité de traitement devant la loi. Le capitalisme libéral est décidément un monde formidable. Et puis finalement, si peu d'enquêtes arrivent à terme, n'est-ce pas aussi parce que les gouvernements successifs de ces dernières décennies ont sabré sévère et largement dans les budgets dévolus à l'organisation et au fonctionnement de la justice hexagonale. Oui, n'est-ce pas? Allez, salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Ce soir, on parle de Freediver, le dernier album de Early Spring Horses, avec Vincent Stockholm et Arthur Wilnot, deux membres de ce trio. Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du journal en ligne Médiacité, sera là également dans un instant. Et puis en fin d'émission, notre bon professeur Thibaut nous délivrera sa dernière chronique de cinéphilie décalée de la saison. Foutraque érudite et essentielle.
Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Vient de sortir Springtime, deuxième album d'un trio mêlant jazz et influence mandingue. Mandiwa, c'est le nom de ce trio. Et on y retrouve David Clavel à la guitare, Jean-Loup Perry aux percussions et Dirk Vogeler au saxophone et clarinette basse. À noter que samedi prochain, 2 juillet, les musiciens de Mandiwa seront les invités de l'émission Concert à la radio sur ces ondes campusiennes. En attendant, les voici, les voilà, Mandiwa, The Nawa derrière la cheminée, extrait de leur deuxième album Springtime. C'est caramel mou et c'est tant mieux.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, vous êtes toujours à l'écoute de Campus FM. Caramel Mou, Joe Kangourou derrière le micro. Et tout de suite, je le laisse ce micro à Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité. Média qui depuis maintenant 5 ans s'est donné la tâche de faire des enquêtes dans un certain nombre de villes françaises. Je vous raconte rapidement l'histoire des journalistes de l'Express qui prennent la porte et en même temps l'argent qui leur est dû pour cause de dissensions dans l'équipe au moment de l'arrivée d'une nouvelle direction à l'Express, et ils décident de monter donc un journal en ligne. La caractéristique de ce journal en ligne, c'est 4 rédactions régionales, dont aucune n'est basée à Paris, mais 4 en province, comme on dit de l'autre côté là-haut de la Seine, là-haut. Enfin, il y en a quand même une ici. Toulouse, Lille, Nantes, Lyon, et une façon croisée de voir les informations et les sujets dans ces 4 grandes métropoles, dont Médiacité Toulouse, comme les autres, a 5 ans d'existence. Gaël Cérez vient régulièrement nous faire des chroniques contant ce qui peut se passer à Toulouse depuis ces 2-3 dernières années. Mais ce soir, c'est une façon de faire aussi le bilan de ces 5 premières années. Je vous rappelle qu'en octobre-novembre, un appel avait été lancé pour des abonnements, une demande d'abonnement massif, parce que sinon le journal ne pouvait pas continuer à vivre. Abonnements qui effectivement ont été faits, ce qui vous a permis de passer l'année. Et puis là, vous avez pris le temps de nous raconter un peu quelle est votre situation et quel va être donc le devenir du journal. Gaël. Et oui, on a décidé d'ouvrir nos comptes financiers. Alors c'est un exercice qui est pas original, parce qu'il y a certains médias et certaines entreprises qui le font, mais bon, c'est quand même assez rare. Dans notre profession, il y a Mediapart qui le fait chaque année de façon assez détaillée, avec conférences de presse, graphiques, etc., où ils montrent tous leurs résultats, leur progression. Localement, faut creuser pour trouver. La Dépêche le fait pas du tout, par exemple. Si on va sur société.com, on peut voir leur chiffre d'affaires, 84 millions pour l'info, et leur résultat net, 315 000 euros en 2020. 2021, on n'a pas les chiffres, et puis ça s'arrête un peu là. On ne sait pas leur nombre d'abonnés, on ne sait pas combien ils payent leurs journalistes, etc., etc. Pour ça, on peut aller s'abonner à Médiacité. Et on a fait quelques papiers comme sur eux pour donner quelques infos. Du coup, nous, c'est une question qui nous taraude quand même depuis longtemps. Au moins 1 an, 2 ans qu'on se dit il faut le faire, puis toujours un peu la flemme. Et puis c'est un peu cette crainte de soulever le capot et de faire peur à tout le monde, quoi, parce qu'on est une jeune entreprise de presse, nos comptes ne sont pas florissants, donc ça peut faire genre c'est des nuls en fait, ils perdent de l'argent. C'est un ramassis de bon à rien. On rappellera simplement que dans ce monde-là, les journaux à perdre de l'argent sont quand même font quand même assez pléthore. Il y en a quand même pas mal. La plupart des journaux perdent de l'argent et sont très, très aidés par les aides à la presse, notamment Le Parisien, Le Monde, L'Express, Le Point, etc. Tout ça, c'est des journaux qui reçoivent beaucoup de subsides publics. Nous, on n'en reçoit pas. On n'en reçoit presque pas. On en reçoit un tout petit peu, peut-être un peu plus dans les prochains mois, mais pour l'instant, on compte pas du tout dessus. Et en tout cas, on a décidé d'ouvrir du coup nos comptes à l'occasion de ces 5 ans qu'on va fêter d'ailleurs mercredi prochain à Toulouse. On invite évidemment tous les auditeurs de Campus à nous rejoindre. Alors, ça va être une grosse tripotée de chiffres que je vais vous livrer, mais ça permet quand même de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière les articles, quelle entreprise se cache, parce qu'on reste une entreprise. Donc on a un chiffre d'affaires de 430 000 euros, en augmentation de 31%, ce qui est quand même pas mal pour une entreprise. Bon, parallèlement, nos pertes s'élèvent à 86 000 euros en 2021. C'est quand même pas terrible, c'est-à-dire qu'on perd encore beaucoup d'argent, mais bonne nouvelle, on en perdait 127 000 en 2020. Donc on en perd beaucoup moins. À ce rythme, si on continue, si on a les moyens de continuer, dans 2 ans, on sera à l'équilibre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que monter une entreprise de presse, c'est quand même sacrément compliqué. Vous évoquiez nos collègues à Paris, à Lille et Lyon. On a 12 permanents, la plupart sont journalistes, du coup à Paris, parce qu'on a le cœur de notre équipe
Ce sont des Parisiens à la base, ils n'ont pas tous déménagé. 3-4 à Lille, 2 à Lyon et on est 2 à Toulouse en permanent. Et l'équipe nantaise, vous la L'équipe citez pas nantaise, il n'y a pas de local ni de rédacteur en chef attitré sur Nantes. Comme Nantes et tout, Nantes-Paris, c'est quand même assez rapide. Il fait souvent des allers-retours. C'est en projet d'implanter plus localement, mais là, c'est aussi une histoire de moyens. Et autour donc de ce noyau, on a une centaine de journalistes indépendants avec une trentaine de vraiment très réguliers qui écrivent souvent dans nos colonnes. Donc, journalistes indépendants, on appelle ça aussi des pigistes. Des pigistes. Les pigistes, c'est un type une façon d'être payé à la page, à l'article en fait. Mais oui, ce sont des journalistes qui travaillent aussi pour Mediapart, pour le Canard enchaîné, ou qui ont des activités de communication à côté, ou enfin bref, qui collaborent avec d'autres entreprises. Pour gagner de l'argent à la fin du mois, et avec nous. Je disais, sur notre chiffre d'affaires de 400 000 euros, la plupart de nos dépenses, c'est que du salaire, en fait. Cotisations, etc., 72%. Là, dans les rédactions, notre salaire moyen, notre salaire tout court, ne dépasse jamais 1,8 fois le SMIC. Donc, on n'est pas des nanabs se vautrant dans l'argent des abonnés ni des actionnaires. Ça, je compare encore avec la Dépêche, mais forcément, on a fait un article où on montre que leurs 10 plus gros salaires approchent le 1 million d'euros. Enfin, bref, j'ai plus les chiffres en tête, j'aurais pas dû m'aventurer là-dessus, mais on peut le retrouver sur notre site. On n'est pas du tout dans le même monde. Nos locaux, on les paye 200 euros à Toulouse, 250 euros par mois pour 4 bureaux, 4 espaces de travail. C'est quand même très dérisoire. On a tout utilisé avec du matériel de récupération qu'on fait vraiment au strict minimum pour concentrer nos moyens dans la production d'articles, pour pouvoir décrypter le plus possible l'actualité et ce qu'il n'y a pas dans l'actu surtout. Les produire des articles, c'est 66% de nos ressources en fait. Donc quand on a 1 euro, on met pratiquement tout dedans. On a aussi eu d'autres frais, par exemple des frais d'avocat, 9 000 euros l'an dernier, parce qu'il y a souvent des gens pas contents de nos articles qui nous attaquent en diffamation. Il y en a 5 en cours, je crois. Il y en a un qu'on a déjà gagné. Et il y en a un autre, petit scoop que je vous livre. Normalement, c'est presque certain que la personne dont on avait annoncé la mise en examen, etc., l'enquête préliminaire pour reprise illégale d'intérêt, cette personne-là a été condamnée un peu... alors pas de façon cachée, parce que c'est pas caché, mais un peu en loose day comme ça. Et je viens de l'apprendre là, donc je suis en train de vérifier tout ça. Mais bon, donc ça veut dire qu'on avait bien raison d'écrire ce qu'on avait écrit. Vous nous rappelez son nom ? Non, parce que je préfère être complètement sûr, et puis l'appeler avant aussi, pour lui donner le droit de parler, mais ça viendra bientôt avant la fin avant la coupure estivale. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tout ça, nos moyens un peu spartiates, ça nous a quand même permis de publier 3500 articles depuis 5 ans, 700 à Toulouse. Donc je laisse aux auditeurs le soin de faire un peu de mathématiques pour voir combien d'articles de papier peuvent lire chaque année, chaque semaine. On a une audience en croissance, 155 000 visiteurs uniques. Ça parle à personne ce que je dis, mais peut-être aux concurrents qui nous écoutent, ça leur donnera quelques idées. Le nombre d'abonnés ? Le nombre d'abonnés, j'y viens. Le nombre d'abonnés à notre newsletter qu'on envoie chaque semaine, c'est 10 000 sur Toulouse, 44 000 sur l'ensemble de nos newsletters, parce qu'on en envoie une par ville et une nationale. Nos abonnés, alors c'est vrai que vous avez évoqué cette opération de la dernière chance qu'on a faite en fin d'année l'année dernière, 2021, 2100 abonnés nouveaux. Il faut avouer que sur ces 2100 abonnés, on en a quand même perdu un petit paquet en route qui n'ont pas renouvelé ou qui ont été... au total, entre ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu depuis la période, on a plutôt érodé quand même notre nombre d'abonnés. Crise économique, incertitude politique, je ne sais pas, peut-être que c'est aussi nos articles qui ne nous comptent pas plus. Je sais que là, on a fait beaucoup d'articles sur les législatives. Ça a peu fatigué les gens qui se sont abstenus, par exemple, qui a priori étaient nombreux à le faire encore, malheureusement. Donc, on est aujourd'hui à 5500 abonnés payants et il nous en faut 8000 pour être à l'équilibre. Donc, on est du bon côté de la rivière, du gué, mais on n'est pas encore sur l'autre berge. Pour tout vous dire, quand on s'est créé, quand les fondateurs ont créé le média, ils pensaient arriver à l'équilibre en 3 ans.
Ça fait 5 ans, on n'y est pas encore, peut-être dans 2 ans, donc il aura fallu 7 ans, si tout se passe bien, c'est-à-dire 2 fois plus. Bon. Comment on fait pour ça ? Alors, est-ce qu'on change de modèle économique ? Est-ce qu'on se met à faire de la pub ? Oui, puisqu'il faut rappeler que pour le moment, vos sources de revenus sont essentiellement les abonnés. C'est 85% de nos revenus. Le reste, on vend des articles à Mediapart. On a un partenariat éditorial. Et on intervient aussi sur une émission politique de France 2, en échange de quelques pépettes à la clé, ce qui est intéressant. C'est laquelle sur France 2 ? C'est l'émission politique, je crois, ouais, qui, je ne sais pas si elle va être reconduite, mais ça fait quelques années qu'on collabore. Et donc, ouais, c'est les abonnements. Je me suis perdu. Oui, mais c'était changement de... Oui, changement de modèle économique. On pourrait faire de la pub. Bon, on va pas en faire, parce que ça pose toujours et encore le même problème d'indépendance. Hein. Si on demande une pub à la région Occitanie, comment peut-on écrire derrière un article critique sur les salaires, sur les plus hauts salaires du conseil régional qui étaient à parité jusqu'à présent et qui aujourd'hui sont plutôt pour des hommes que pour des femmes et qui augmentent. Eux, ils suivent l'inflation, il n'y a pas de souci, c'est bien pour eux. Mais comment on peut l'écrire si on est... Le pouvoir d'achat, y compris par les conseillers régionaux. Tout à fait. Mais on ne pourrait pas écrire ça aussi librement si, d'ailleurs on ne l'a pas encore écrit, mais je vais m'y atteler, si on devait attendre de l'argent de leur part. Du coup, on pourrait aussi... On pourrait faire de l'éducation média, par exemple. On pourrait faire tout un tas de choses. On a décidé de ne pas le faire, en fait, de se concentrer sur notre corps de métier parce qu'on y croit encore, malgré tout. Mais pour arriver donc à notre pari, il nous faut encore un peu d'argent pour tenir bon pendant 2 années. On a fait quelques prêts. Récemment, le fonds de soutien à la presse libre nous en a accordé un prêt à taux zéro, donc ça ne nous coûtera rien, mais il faudra quand même le rembourser. Et puis surtout, on a fait 3 levées de fonds successives qui nous permettent d'avoir aujourd'hui 189 actionnaires et une société des amis. En gros, toute personne qui a entre 200 et 5000 euros qui veut nous soutenir, il peut rentrer dans cette société des amis. Au-delà, il devient actionnaire à part entière. Alors, on est toujours indépendant parce que nos fondateurs contrôlent toujours 50% des revenus, des parts de l'action, du capital. Oh là, je me fatigue. Et aucun actionnaire non fondateur ne dispose plus de 7% du capital, par exemple. On est maintenant dans une nouvelle phase de levée de fonds parce qu'on arrive à la fin de la trésorerie issue de la dernière et on espère que ça nous permettra d'arriver du coup à cet équilibre tant recherché d'ici 2 ans avec toujours cette indépendance, toujours cette rigueur journalistique avec l'objectif de fournir la meilleure information possible sur nos villes, sur Toulouse par exemple, des infos qu'on ne trouve vraiment pas ailleurs. Voilà, et donc pour tout ça et pour plein d'autres raisons, Médiacité organise une fête, donc vous allez nous redire quand et surtout le lieu. Où ça sera à la Topina, où on a l'habitude de faire des apéros-débats quand on avait le droit, et on a essayé d'en refaire depuis les levées du confinement. Ça aura lieu mercredi à 19h, mercredi 29 juin. Et la Topina, c'est dans un bar à Saint-Cyprien. Voilà, et donc avec de la musique, avec... oui, de la musique d'ambiance. L'idée, c'est plutôt se retrouver, boire un coup, manger, grignoter un morceau. Et puis venir rencontrer l'équipe et voir un peu quelles sont les suites qui seront données à ce journal. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on vous attend pour septembre prochain. Et avec grand plaisir. Et pour une nouvelle saison. Et en attendant, on viendra vous voir mercredi donc à la Topina. Et on parlera du Festival de Toulouse, le nouveau-né, la semaine prochaine dans nos colonnes. Ça risque d'être rigolo. Vous voulez dire celui de Big Flo et Oli ou celui qui a remplacé Toulouse d'été? Voilà, le remplaçant de Toulouse d'été qui ressemble beaucoup à Toulouse d'été mais en étant plus cher et moins accessible. Voilà, plus cher, moins accessible, mais avec une programmation qui va surtout lorgner sur l'extérieur, alors que le Toulouse d'été première époque était essentiellement centré sur des artistes du cru. Voilà. C'était même la façon dont il avait été conçu. Entre-temps, le créateur du premier Toulouse d'été a été renvoyé dans ses foyers comme ça, du jour au lendemain. Il est en arrêt maladie, je crois. Je ne suis pas l'auteur donc, de l'enquête. Il était aussi en arrêt maladie, mais c'est vrai qu'il a été peu prévenu de ce qu'il y arrivait. Et puis, on a continué à penser ce que pourrait être le nouveau, sans trop lui en demander l'autorisation. Et puis, oui, le changement quand même d'optique sur ce festival, c'est qu'au lieu de montrer la création et
et en puisant dans le vivier des musiciens de la région, on va chercher des grandes vedettes à l'extérieur. Mais comme toujours, Jean-Luc Boudenc rêve toujours d'avoir sa première page, enfin au moins l'affiche des festivités qu'il organise en page intérieure de Libération. Ça a déjà été le cas pour Yoloko. Peut-être qu'il va doubler l'exploit cette année. Il sera en une chez nous lundi. Formidable, voilà. Mais ça lui fasse plaisir. Ça, c'est pas du papier journal. Merci Gaël, en tout cas. Bonnes vacances. Merci. Et on se retrouve en septembre. You drew a circle round me. You drew a circle like a crown and took my hand through the night. I gave you my soul to fill the gap. Years of solitude. You drew a circle that shut me out. My heart was closed to myself. The choices I made drove me insane. 1,000 prayers in vain. 1,000 prayers in vain. If you watch over me as I watch over you, if you watch over me as I watch over you, you drew a circle around me. You took my hands through the night. I gave you my soul to fill the gap. Years of solitude. You drew a circle round me. You took my hands through the night. You drew a circle round me. You took my hands through the night. Bref. Voilà, on vient d'écouter Circle, morceau tiré de cet album de Early Spring Horses, l'album s'appelant Freediver. Et avec moi dans ce studio, deux des trois musiciens qui sont à l'origine de cet album. Vincent Stockholm, le chanteur pianiste de ce groupe, et Arthur Villemotte, le guitariste, qui joue aussi de la harpe, la troisième de cette bande. Ingrid Obled n'étant pas dans ce studio, mais vous nous en direz deux mots dans l'entretien qui va suivre, qui joue de la contrebasse et également du nickel harpa, je ne sais pas comment il faut dire pour cet instrument, mais instrument assez rare et assez étonnant, espèce de vielle suédoise qui se joue autant avec les doigts, corde pincée, qu'avec un archet, et qui a un son absolument magnifique. Justement, parlons déjà du son de cet album. Un son, Vincent Stockholm, que vous avez voulu finalement très épuré et très minimaliste. On avait fait un premier album avec de la musique électronique et de l'acoustique, et je voulais vraiment revenir à l'acoustique, c'est-à-dire que je voulais de l'organique, je voulais que ça soit vraiment comme de la texture.
C'était ma recherche de départ, et puis après on a travaillé en studio, et tous les essais qu'on a faits pour ajouter des choses ne fonctionnaient pas. Rien ne fonctionnait avec ce qu'on avait préparé, donc ça s'est fait un peu comme ça. Est-ce à dire que les chansons que vous avez écrites pour cet album étaient suffisamment intimistes pour ne pas supporter d'arrangements pléthoriques? Oula. Je recommence. Non, c'est bon. Je Parce crois, que je l'ai encore dans la tête. Hein. J'ai compris la question, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai du mal à répondre à ce genre de questions, parce que pour moi, j'ai l'impression que ce que je fais est universel. Et justement, c'est pas, souvent on me dit c'est très intime. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Donc, c'est difficile à dire. Si je pense qu'Arthur répondrait plus facilement. C'est dur quand on écrit les choses d'avoir un regard dessus. Je peux pas. C'est difficile à répondre. Peut-être que le fait que ce soit lent, en tout cas, favorise l'intime et favorise l'épure. Arthur, quelque chose à rajouter? Eh ben, oui, je sais pas, pour chaque chanson, finalement, il y a vraiment une multitude de possibilités d'arrangement, de production, et d'ailleurs, chaque chanson a eu, je sais pas combien de versions pour cet album, pour le précédent, pour les versions live. Oui, donc on expérimente vraiment plein d'idées, plein de possibilités. Et puis, c'est vrai que là, l'acoustique, le côté très folk, qui tire vers l'ambiance ou le drone parfois, comme tu disais, Vincent, ouais, la lenteur des tempi et tout, ça y invite aussi à prendre le temps de développer quelque chose vraiment dans le son, quoi, et à garder une instrumentation assez minimale. Et puis c'est arrivé aussi pendant le Covid. Alors, on a enregistré pendant le Covid, comme beaucoup de gens, c'est pas une nouveauté, et donc c'était difficile de se déplacer. Difficile d'ajouter les instruments, donc on était tous les trois un peu éparpillés, et puis il nous a fallu un peu rompre la loi, tu vois, pour aller jusqu'au studio, etc. Donc il y a eu aussi ce moment, on était dans une période intime et refermé sur soi-même. À ce moment-là, tout le monde était chez soi, etc. Donc peut-être qu'il y a un peu de reflet, mais comme on avait enregistré à Berlin une chanson qui était dans cet album et sur lequel il y avait beaucoup d'ornements électroniques. On avait fait un test et ça ne donnait pas le résultat que j'attendais. Donc du coup, on a commencé par enlever toute l'électronique, et puis on s'est dit, qu'est-ce qui reste ? Ça, voilà. Parce que c'est vrai que si vous dites qu'il y a eu plusieurs versions de ces morceaux, n'empêche que celle qu'on entend dans l'album forme un ensemble assez cohérent et qui joue et qui est toujours dans ces mêmes tonalités, j'allais dire très, très automnales, parce que c'est vrai que si on parlait de saison, on serait plus sur cette saison-là, voire début de l'hiver, mais des paysages comme ça, on en parlait tout à l'heure, assez nostalgique, même si c'est un mot que Vincent que vous refusez, mais on est un peu dans ces ambiances-là sur tout l'album, donc il y a quand même une sacrée cohérence sur les arrangements qui sont proposés. Mais ça tient à la façon dont on a travaillé pour cet album. C'est-à-dire que d'habitude, on fait les démos, on les fait chez soi, on les expérimente, et puis on arrive en studio, on fait, on mixe, on produit, et puis on sort avec le truc. Là, on a travaillé totalement différemment. C'est-à-dire que j'avais des idées, on venait en studio, on enregistrait des bouts, je repartais chez moi, je retravaillais et on revenait. Et en fait, tout s'est fait en même temps. Alors, les premières démos étaient là quand même, les architectures des titres étaient là. On avait travaillé avec Arthur et Ingrid en préparation. Donc les architectures étaient là, et ensuite le son s'est fait quasiment en même temps. C'est-à-dire que tout s'est fait dans une unité de lieu et de temps. Et donc
Et donc, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce qui donne le côté complètement identique à tous les morceaux. C'est le fait de l'avoir fait complètement au même moment. Oui, je pense que c'est ce qui a permis ça, parce que sinon, quand il se passe beaucoup de temps entre les morceaux, d'abord on évolue, et moi j'ai toujours envie de rajouter des choses. Je suis là, ah tiens, c'est super ça, je m'inspire, je me dis, ah tiens, je peux améliorer. Là, on n'avait pas le choix, c'était fixé, c'était enregistré, et il y a eu même des petits couacs par moment qu'on n'a pas pu enlever parce que c'était fixé, c'était dans la boîte et on ne pouvait plus y toucher. Et il a fallu travailler même avec ces erreurs. On ne pouvait pas revenir. En plus, je rappelle, c'était le Covid, on ne pouvait pas se déplacer. Ingrid joue d'instruments qui sont pas faciles. Hein, contrebasse et nickel harpa. Donc, dès qu'il y a une petite fausse note, c'est compliqué. On ne pouvait pas y toucher. Il fallait garder ou recouper ou découper. De même avec ma voix. Je ne suis pas un grand chanteur, donc des fois... et puis, on a essayé de... Pour tout te dire, il y a même un titre à un moment donné que je voulais réenregistrer, et quand on l'a réenregistré, Thomas du studio m'a dit mais on peut pas garder cette dernière voix, la précédente rentre dans l'album alors que la nouvelle ne rentrait déjà plus. Vous nous expliquerez comment tout à l'heure, après le premier morceau que vous allez nous jouer tout de suite, on peut enregistrer en tant que Covid, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal aussi à comprendre. Est-ce que c'est chacun chez soi et à un moment donné il y a quelqu'un qui mixe? Est-ce que, comme vous le dites, de temps en temps il faut un peu aller contre la loi et se réunir dans un studio pour mélanger quand même les instruments? Vous essaierez de nous expliquer ça, mais là on va écouter un premier morceau acoustique, guitare-voix, donc extrait de ce deuxième album de Early Spring Horses, album qui est sorti il y a une quinzaine de jours, c'est ça, début juin, le 17. Ouais, c'est ça, une quinzaine de jours sur votre label Victoria Land Records, Early Spring Horses. On vous écoute tout de suite. Steep valley walls loom over. Down by the willow there's a rope. It has never been used, never, I swear. It has never been noted yet. Where the river gently flows, now rest your bones. Lonely as you are, lonely as we are, repeating the same things over and over. I can hear the wood cracking here, I swear. Now I'm pulling the rope. Now I'm pulling the rope. When the sun's high, it dries the land, and fire devours everything we did in the past. Our love remains infernal till the end of time. When the sun's high, it burns the land, and fire devours everything we built in the past. Our love remains infernal till the end of time. Where the river gently flows, now rest your bones. Lonely as you are, lonely as we are, repeating the same things over and over.
I can hear the wheel creaking here, I swear. Now I'm pulling the rope. Now I'm pulling the rope. Early Spring Horses, extrait donc de ce deuxième album qui vient de sortir. Ce morceau, il parle de quoi, The Wop? Oh, ben une corde. Ah ouais. Alors c'est l'histoire. Alors. Et c'est pas forcément l'histoire d'un pendu. Ben je ne sais pas en fait. C'est à chacun de décider. C'est l'histoire de la corde, c'est-à-dire que la personne qui chante, moi en l'occurrence, tire une corde et se rappelle de certaines choses. On parlait de mélancolie tout à l'heure. Voilà. Et ce qui m'inspire dans la corde, c'est la sensation, c'est le bruit que ça fait lorsque on la tire. Ça me rappelle des choses de mon enfance quand on est à la campagne et qu'on va tirer l'eau. On peut aller tirer l'eau, mais on peut aussi, on pourrait mourir effectivement. Ça, c'est chacun le décide. Ce qui m'intéressait dans cette chanson, c'était le rapport à la nature, au bruit, etc. Et à ce qui se passe quand il fait très chaud. Hein. C'est pour ça qu'on parle de pluie et d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il fait très chaud, et aujourd'hui on est dans un problème climatique important, la chaleur, c'est quelque chose de bénéfique et ça devient quelque chose de dramatique puisque ça dévore tout sur son passage, ça dévore ce qu'on a bâti, ce qu'on a. Quand une maison brûle, c'est pas la maison qui brûle, c'est une partie de sa vie en fait. Voilà, c'est un peu ce que je décris dans cette chanson. Je suis désolé de la tristesse. Oui, mais des thèmes de chansons qui tournent autour de ça. Il y a aussi le côté apparition, hallucination, perte de conscience, l'ivresse des profondeurs. Enfin, c'est vrai qu'on est quand même dans ces sujets-là fédérés autour de quelque chose dont Freediver est l'album, donc plongeur libre. En apnée. Apnéiste. Voilà, donc c'est vrai que ça tourne autour de quelque chose de très dangereux, mais aussi de très euphorique, en même temps rempli d'hallucinations. C'est la faute de Guillaume Néry. Eh ben ouais. L'apnéiste français. C'est de sa faute parce qu'en fait... c'est pas le Grand Bleu. Non, c'est pas du tout le Grand Bleu, mais on n'est pas loin. C'est Guillaume Néry qui est un grand apnéiste français qui a arrêté l'apnée parce qu'il a failli mourir et qui raconte souvent que pour pouvoir remonter quand on est en bas, donc c'est quand même un album de la remontée, lorsqu'on est vraiment tout au fond, à un moment donné, il faut remonter et c'est à ce moment-là que les hallucinations arrivent, qu'il faut lutter contre ces hallucinations parce que si elles t'emportent, elles peuvent te faire décrocher, etc. Alors que si tu appréhendes ce qui arrive, tu peux remonter. Alors c'est lui qui le dit, c'est pas moi. En tout cas, ça a inspiré beaucoup de choses chez moi parce que je sais pas, peut-être qu'il a fallu que je remonte. Je sais pas. C'est un peu l'illustration de la façon dont vous voyez le monde. Un peu, ouais. Oui, un peu. Je pense que tout ça, c'est que l'album commence d'une certaine manière. Le précédent, c'était pareil. Ce ne sont que des cycles. Le côté mélancolique, je pense que c'est parce que je m'inspire de choses que je connais ou que j'ai connues. Donc ça peut paraître mélancolique parce que c'est forcément de l'ordre du passé, en fin de compte. C'est-à-dire que ce sont des choses qui me sont arrivées ou que j'ai lues. Par exemple, The Rope, pour tout dire, c'est vraiment ces Maupassant qui racontait que lorsque, je ne sais plus quel est le nom de son héroïne, mais quand elle remonte la corde du seau, ça fait crisser ses mains, etc. Il en tirait une sorte de jouissance. Bon, voilà. Mais ça fait référence à ça. Oui, mais c'est vrai aussi que vos thèmes portent aussi sur la disparition. Et c'est peut-être ça le côté nostalgique. Vous parliez il y a 2 minutes de la nature qui disparaît, qui se fait manger petit à petit. C'est vrai que vos textes parlent aussi de ça, de la disparition d'un monde. Et c'est peut-être ça qui fait un peu la nostalgie des morceaux. Je crois qu'on disparaît, oui. Je crois qu'on est en train de disparaître, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un cycle, c'est disparaître pour réapparaître, ou j'en sais rien, je réfléchis pas plus à ces choses-là. Je suis traversé par ces événements comme tout le monde, c'est-à-dire que
Le réchauffement de la planète, j'y étais sensible très tôt parce que en Suède, il y a 25 ou 30 ans, quand on n'avait pas de neige à Noël, c'était vraiment inquiétant. C'était pas juste, c'est la fête. C'était que, à la différence en France, quand à Noël il fait beau, on est content. Et on fait, ah, c'est super, il fait doux. En Suède, quand il n'y a pas de neige au mois de janvier, la différence c'est qu'il pleut et que c'est dégueulasse. Et là, tu t'inquiètes. Tu vois, c'est deux visions des choses différentes. Et moi, j'ai vécu ça très fort à l'époque. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce qui leur arrive, parce que pour eux, ce qui leur arrive est pour l'instant encore positif. Il fait beau à Noël, il fait beau au printemps, on a de la pluie, c'est génial, ça fait pousser les récoltes. Et puis maintenant, ce sont des orages qui détruisent ces récoltes, et le soleil brûle. Voilà, ou des jours de canicule qui brûlent, voilà. qui brûlent les champs. C'est vrai que dans vos productions, alors je parle des vôtres avec votre groupe, mais aussi celle de votre label, Victoria Land Records, la nature a une place aussi importante. C'est vrai que vous êtes un fou de son, un collectionneur de sons, et c'est vrai que vos albums sont souvent traversés par des bruits empruntés à ceux que vous enregistrez dans la nature, qui viennent un peu illustrer et soutenir certains des titres que vous produisez. La nature, c'est... comment je pourrais dire, c'est ma base, c'est-à-dire que cette nature, elle me permet de projeter mes propres émotions. Je peux pas projeter mes émotions sur une table ou sur une chaise, j'y arrive pas, je sais pas faire. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de le faire, moi je sais pas. Il faut que j'ai ce paysage autour de moi, il faut que j'ai cette nature, il faut que je sois en contact avec elle, sinon je me sens vide. Voilà, donc forcément, elle est automatiquement... Alors j'ai lutté, j'ai essayé d'aller contre ça, de me dire non, il faut plutôt aller vers l'électronique par exemple, etc. Et à chaque fois, je reviens vers des choses plus naturelles, des sons qui... J'ai l'impression que tout est déjà là. Que tout est déjà créé, tout est déjà fait, alors pourquoi aller chercher toujours quelque chose de nouveau. Cette course à la nouveauté, elle me dérange en fait, tout le temps. Elle me dérange partout. C'est peut-être une façon de vous revoir petit, avec votre petit magnéto-cassette en train d'enregistrer les sons dans la cour de la maison ou dans la forêt qui était juste à côté. Je vous le disais hors antenne tout à l'heure, il y a des intonations de voix qui ne sont pas sans rappeler celles de Mark Hollis. Oui, merci. Le chanteur de Talk Talk, surtout quand vous attaquez les aigus, mais je me disais aussi que c'est un peu le même univers. Il y a cet album de Mark Hollis, le dernier qu'il fait avec Talk Talk, Loafing, qui est une catastrophe commerciale fantastique, parce que c'est de la musique très expérimentale, parce que ces chansons, justement, sont très étirées. Et c'est vrai que c'est ce que vous faites aussi dans la production de cet album. Vrai, oui. Une voix qui est très étirée, avec une jolie vibration, mais là aussi qui étire le son, qui étire la note. C'est vrai. Le Mark Hollis, parce que j'ai beaucoup écouté évidemment, adolescent surtout, il a marqué mon adolescence beaucoup plus que ma vie d'adulte, parce qu'après j'ai arrêté de l'écouter, je pense que je me suis très très éloigné de lui pendant longtemps. Surtout les derniers albums, j'ai l'impression qu'il était à la recherche du moment présent, de ce qui se passait, et j'essaye de capter ça très souvent, ce qui est très difficile, hein. C'est pour ça que cette fois-ci, quand je disais on est allé enregistrer dans le studio et on a tout capté, c'était aussi une volonté de capter l'instant présent et de pas être dans une répétition permanente, de recommencer les choses et se dire tiens, il faut être comme un acteur, parce que chanter, jouer, c'est acté, c'est vraiment être dans quelque chose qui n'est pas forcément le moment. Genre, là maintenant par exemple, j'ai pas forcément envie de chanter The Rope, j'ai plutôt envie de me marrer avec vous et de boire l'apéro, mais ce que nous sommes en train de faire avec modération, bien entendu, bien sûr, mais vous voyez comment dire, le paradigme du truc, c'est que je suis obligé de chanter une chanson où on me dit bah tiens, c'est peut-être quelqu'un qui s'est suicidé alors que j'ai envie plutôt de me marrer, mais bon, il faudra que je pense à faire un album où je me marre. J'allais dire, faites un album de chansons à boire, essayer, et vous pourrez l'amener dans les apéros que nous ferons ensuite. On va essayer, on va essayer de se marrer. Pour achever un peu cet entretien, la façon dont il a enregistré, dont vous nous dites, c'est pendant le Covid, on a enregistré chacun depuis chez nous. Comment ça se passe, ça ? Non, alors, on avait commencé à enregistrer. Alors, j'avais décidé d'enregistrer au
plus proche de chez moi. C'est-à-dire, j'ai vraiment... donc, j'ai cherché les studios qu'il y avait autour, et il y avait un tout petit studio avec un gars super, mais vraiment qui a été d'une aide très importante pour l'album, puisqu'il a produit des choses. Il m'a fait faire des choses que j'avais jamais faites non plus, notamment rechanter sur mes paroles. Je fais jamais de chœur habituellement. Là, on l'a fait. Et donc, on a commencé à enregistrer chez lui. Dans ce studio, il se trouve où ? À Saint-Cyprien, c'est le studio de l'alimentation. Donc un mini studio avec très peu de matériel, mais avec un matériel très bien utilisé. Et finalement, avec 3 micros et une petite salle et un bon matos, on arrive à faire des choses qui correspondent bien. Et du coup, le Covid est arrivé. Alors on a attendu, puis Arthur est venu, puis Ingrid est venue. On s'est débrouillé. Mais on n'a pas... j'étais là à chaque moment d'enregistrement. Et on a enregistré entièrement dans le studio. Il y a juste une ou deux parties mais ça c'était parce que je pouvais pas transporter mon orgue. J'ai un orgue gigantesque, ça fait 200 kilos, donc tu l'emmènes nulle part, surtout quand tu habites au 4e étage. Ouais, et par les temps de Covid, c'est difficile à cacher. Ouais. Non, alors on avait la possibilité, parce que nous les artistes, on est toujours un peu privilégiés, on n'a pas de pognon, mais on a toujours des possibilités, c'est ça qui est super. Et donc nous on avait le droit, par exemple, si on allait faire un live, si on pouvait cocher une case et sortir, donc c'était possible. Ça c'était possible, donc on l'a fait, voilà. Bon, écoutez, merci d'être venu dans cette émission pour nous parler de cet album, donc Freediver, chaudement recommandé par la maison sur le label Victoria Land Records. Et puis on se quitte avec un deuxième morceau vivant en direct dans ce studio. Merci d'être passé par cette émission. Merci. From an open sky above, tented by a deep black shade, I feel love around my bed, while dancing lights shiver throughout the night. Oh, dreams of you, dreams of you. In these delusional times, particles rush around my room. In these delusional times, my mind outshines the gloom. You're all I wanted and more. Let me live in your space-time. Oh no, don't close the door. Please don't hide the code and let me live in your space-time. In your space-time. In your space-time. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West.
I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Comment allez-vous? Très bien. Difficile d'enchaîner avec ça. Rien n'est trop difficile pour moi, petite fée de la FM. La gaudriole, peut-être pas aujourd'hui. J'étais déjà prêt dans le ventre de ma mère. Allez-y, on y va. On y va? On est parti. On fait ce que je devais faire la semaine dernière? Oui. Où j'ai attendu longtemps? Oui. Seul, dans le noir, dans la le noir, solitude. Ouais. Voilà. Dans votre appartement non climatisé. J'étais triste. Voilà, très bien. Donc vous allez nous le refaire. La semaine dernière, très belle émission où nous avons parlé du punk parisien. Et à cette occasion, on vous avait donc chargé de nous trouver un film punk réjouissant. Bon, un film punk, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Il y a très peu de films punk, vous savez. C'est une denrée excessivement rare. Mais bon, écoutez, allez, je vais vous parler d'une bêtise que j'aime beaucoup. On va parler de Rock'n'Roll High School, alias le lycée des cancres. C'est le titre français, titre complètement débile. Donc je préfère Rock'n'Roll High School, un film d'Alan Arkush de 1979. Produit par l'éminent Roger Corman, dont je parle souvent ici, car c'est lui qui a eu l'idée de cette chose. Éminent spécialiste des séries B. Exactement. Alors, je vais plus parler de l'histoire du film que du film en lui-même, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. On croit toujours qu'il faut toujours blablater longtemps sur des films pour qu'ils soient quelque part bons. En fait, c'est pas vrai. Il y a des films, il n'y a absolument rien à dire, et pourtant, ils sont bons. Voilà. C'est juste c'est juste le degré sur l'échelle d'amusement qui est important. Donc on revient à Rock'n'Roll High School, donc produit par Roger Corman, et comme j'ai dit, c'est lui qui va avoir l'idée. Donc Roger Corman, producteur de multiples séries B, il doit à peu près avoir produit plus de 1500 films à l'heure actuelle, toujours vivant quand même, il a 93 ans. Et il continue à produire ou là quand même? Il s'est pas retiré des voitures. Non, il s'est pas rangé les voitures, comme on dit. Continue, du haut de ses 93 ans, il continue à en produire. Là, on est en 79, il est un petit peu plus jeune. Roger Corman, lui, ce qu'il aime bien, c'est l'argent, d'une part, et ce qu'il aime bien, c'est réinterpréter en fait les classiques. Les classiques et tout ça. Et alors, il a une idée un peu farfelue, parce qu'il y a un truc qui marche bien, c'est les comédies, on va dire, les comédies lycéennes et de fac un petit peu potaches. Mais évidemment, aux États-Unis à cette époque-là, en 77, il y a eu quelque chose qui est arrivé qui s'appelle la fièvre du samedi soir. Et donc il se dit, bingo, on va mélanger les deux. Vous voyez, on va mélanger ces deux trucs. Donc, alors, il a une première idée, il va intituler le film Disco High, comme High School, et il va engager un jeune réalisateur qui s'appelle Alan Arkush, qui est monteur de bande-annonce chez lui, et là, il va lui dire, écoute, moi, j'ai eu cette idée, on va mélanger disco et comédie, un petit peu comédie lycéenne. Et Alan Arkush a cette phrase géniale, il dit, mais tu sais, Roger, en fait, personne ne va jamais se révolter pour écouter du disco. C'est clair. Donc, on va faire quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Donc, Roger Corman est d'accord. On dit, allez, bingo, on y va. Et là, on se met en tête il faut trouver un groupe. Il faut trouver un groupe, tête de pont, pour porter un petit peu le film. Et alors là, on va passer à Cheap Trick. Oh, vous connaissez Cheap Trick, oui. Voilà. C'était très cheap d'ailleurs. Voilà, c'était très cheap, ça tire un peu sur le métal un peu cheap d'ailleurs. Le métal FM, ouais. Mais finalement, Cheap Trick, qui était un groupe très très connu à l'époque, en fait, va refuser. On va passer à Van Halen aussi, figurez-vous. Mais on va juger qu'ils vont être trop difficiles. On va dire non, ça va pas être possible de cadrer ces quatre garçons. David Lee Roth avait déjà une réputation de fêlé qui n'était pas usurpé. Et alors moi, il y a une idée qui m'aurait plu que ça se concrétise. On va penser à Divo. Ah oui. Oui. Qui sont sur la scène depuis à peu près 3 ans, etc. Mais on va juger qu'ils sont trop conceptuels. Voilà, ils sont trop concept et tout, ça va pas. Il faut vraiment quelque chose de primaire. Ouais, de primaire et de plus popu, etc. Et alors, je ne sais pas qui a eu l'idée saugrenue. Je crois que c'est Alan Arkush qui a eu cette idée saugrenue. C'est-à-dire, ils se sont dit, tiens, on n'a qu'à appeler les Ramones. C'est là où les problèmes commencent. Allez, rappelez pour les jeunes qui écoutent Caramel Mou, qui étaient les Ramones. Les Ramones,
Ramones, c'est un groupe new-yorkais composé de quatre personnages bien trempés et bien fêlés aussi. Oui. Et bien fêlés aussi. On va dire qu'ils suçaient pas que des glaçons. Voilà pour résumer un petit peu l'histoire. Et donc les Ramones sont ravis. En fait, ils acceptent et on va les payer une somme ridicule. On va leur donner $25,000 en fait. Et bien sûr, Roger Corman va oublier de leur payer le trajet jusqu'à Los Angeles. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors comment est-ce que les Ramones se rendent à Los Angeles pour tourner un film? Ils ont touché leur argent, $25,000. Encore une fois, c'est vraiment pas beaucoup. Et en fait, ils vont pas réclamer l'argent du trajet à Roger Corman. Ils se disent, on va monter dans le van et puis on va faire des concerts. Et en fait, ils sont partis à Los Angeles. Ils ont fait toute une série de concerts en fait pour financer ce voyage, pour arriver sur ce tournage donc de films de fac, de lycée, de collège, de collège et là ça se gâte, on va dire encore plus. Alors l'intrigue très rapidement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une bande de lycéens qui se révoltent contre leur proviseur parce que le proviseur ne veut pas qu'ils écoutent du rock'n'roll. Et du punk en la matière. Et eux veulent absolument organiser un concert des Ramones. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus? Je connais bien les Ramones, donc j'imagine assez bien le tournage. C'est-à-dire que ça va être le chaos. Ça va être véritablement le chaos. C'est-à-dire que normalement, ils ont des lignes de dialogue. Alors, même si ce sont des musiciens très énergiques, ce ne sont pas des acteurs. Personne n'arrive à dire ces lignes. Surtout Didi Ramone, dont tout le monde se moque, etc. Bon, bref, on coupe des lignes de dialogue. L'actrice principale, Piggy Sauls, qui est vraiment pas mal dans le film en fait, est complètement terrorisée par les Ramones, parce que les Ramones, c'est une force incontrôlable. Quand on dit sexe, drogue et rock'n'roll, je pense que c'est le groupe qui mérite le mieux quelque part peut-être cette appellation. Et donc on refait des scènes inlassablement, les Ramones veulent puis ne veulent plus, foutent le bordel sur le tournage, etc. Il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que je pense qu'Alan Arkush a fait un super boulot, parce que si même le scénario tient sur un ticket de métro, en fait, il va capter il va capter ce chaos en fait. Et c'est un film qui tient sur son énergie. C'est assez incroyable, c'est très très énergique, c'est très 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 enjoué. Je vais vous spolier tout d'ailleurs, parce que ça se finit sur une scène complètement dantesque. On arrive donc à organiser ce concert en fait des Ramones. D'ailleurs, pour l'anecdote en fait, il fallait des figurants pour le concert, et donc Roger Corman, qui est très radin, il s'est dit merde, il va falloir que je paye des figurants. Moi, j'ai pas envie de payer des figurants. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les Ramones, vous allez faire un concert. Un vrai. Vous allez faire un concert, un vrai en fait, on va placer quelques caméras comme ça, et puis vos fans vont venir, c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma en fait où des figurants ont payé pour être sur un tournage, et où on ne les a pas rémunérés d'une quelconque manière que ce soit. Ce film va se finir par une scène donc absolument dantesque qui est l'explosion en fait du lycée. Moi et j'adore ça. Les lycées qui explosent, j'adore ça en fait. Et donc on a les professeurs qui sont tous des catis comme ça, c'est un côté cartoon, c'est très très amusant. Toutes les comédies de Jones, si je peux dire, et qui sont faites aujourd'hui actuellement, ne se terminent pas par l'explosion d'un lycée ou d'un collège ou de ce que vous voulez. Ça se termine toujours bien, il y a toujours une bonne entente et tout. Comme vous savez que je suis l'ennemi du politiquement correct, là ça se termine par une explosion, et voilà, et avec tous ces professeurs défraîchis donc par la pétarade et tout, c'est absolument délicieux. Une autre petite anecdote, s'il vous plaît. Alors il y a eu un gros problème en fait avec Didi pendant le tournage. Je sais pas quand c'est que ça s'est passé, mais évidemment il s'est battu. Ouais. Voilà. Donc Didi, le guitariste des Ramones. Ouais, le guitariste des Ramones en fait, donc se bat un soir dans un bar pendant le tournage. Ça s'est passé. Donc en fait il est arrêté et puis il est envoyé en prison. Mais en prison il arrive à trouver de la drogue. Comme quoi, vous voyez, c'est formidable. Et en fait il fait une overdose. Et donc en fait il faut le sortir donc de la prison et puis l'envoyer à l'hôpital. Et donc ça a coûté très 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 cher, et certainement quasiment l'intégralité du cachet qu'avaient touché les Ramones donc pour Rock'n'Roll High School.
Voilà, et donc les Ramones, comme pour la carrière discographique, n'auront jamais réussi à vivre complètement de leur art. Non, ils n'auront jamais vraiment réussi. C'est fou la poisse qui leur a collé en fait au basque pendant toute leur carrière. Ouais, toute leur carrière, malgré tous les efforts de Johnny Ramone pour essayer de cadrer le groupe et pour que ça devienne un petit peu les Beatles du punk rock. Quelque part, il y avait quelque chose de ça. Ils y sont jamais arrivés, à tel point que le film, même quand il est sorti, n'a pas fonctionné comme Roger Corman l'espérait. C'est un film qui a gagné en réputation en fait au fil des années, petit à petit comme ça. Mais voilà, le jour de la sortie, le drapeau Roger Corman, Alan Arkush et les Ramones était un peu en berne. Enfin, en tout cas, voilà, le lycée des Cancres, Rock'n'Roll High School d'Alan Arkush, 1979. Ça nous rajeunit pas. Et comme on ne s'est pas téléphoné avant cette émission, la semaine dernière, j'avais amené le Rock'n'Roll High School des Ramones, mais pas cette semaine, donc on ne pourra pas l'écouter pour terminer cette chronique. On va écouter autre chose, en tout cas. Merci Fred pour cette dernière chronique de la saison, et vous aussi, on vous retrouvera en septembre, mi-septembre, quand on recommencera les émissions. Ou alors ça, je sais pas. Comment mais écoutez, vous serez peut-être pas là. Mais tout peut arriver. Tout peut arriver, mon ami. C'est vrai. Et les Russes peuvent arriver à Strasbourg dans 15 jours. C'est vrai, j'avais oublié. Allez, bonnes vacances en tout cas, et à très vite. Di un viaggio che fai alla fine, in un mondo plasmato da altri, a misura di altri. È una storia di storie non dette, taciute dalla dominazione di chi detta tuttora i confini, anche i tuoi. È la storia di una strada ostile che non porta il tuo nome. È la storia di giudizi non richiesti, ingombranti come pietre nel tuo zaino. È una falsa storia neutrale, di muti privilegi, continui consensi strappati, di marci modelli perpetuati. la storia di un viaggio che fai all'inizio, sola nelle tue scarpe, in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle, pure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere. È la storia di quando il corpo è fortuna, della danza liberante delle anime ribelli. È
È la storia di lotta perpetua, di marcia inarrestabile, rete di voci che grida un po' più forte a ogni passo. Di un viaggio che fai all'inizio, ogni giorno alla fine. Che accetti infinito, che accogli sconnesso. Voilà, on vient d'écouter Foulou, Mchanga Foulou, une petite fanfare toulousaine qui mélange esprit fanfare et afrobeat de l'Ouest africain. Et ce soir, il joue à 21h au Taquin. Concert chaudement recommandé par la maison. Chaudement, c'est peut-être pas le mot en ce moment. Il risque effectivement de faire très chaud ce soir au Taquin. Donc, Foulou ce soir au Taquin à 21h. Et puis, on va continuer avec les quelques concerts du soir. Il y en a encore quelques-uns en cette presque fin juin. Au bar Les Augresses, par exemple, 31 avenue de Muret. La chorale de l'Ébranleuse commencera à chanter à 20h30, suivi de No Milk Today, un groupe de grunge. Pendant tout le week-end, n'oubliez pas, au Jardin Compense Caffarelli, les 20 ans des siestes électroniques, festival hédoniste pour musique aventureuse. Je vous laisse repérer le programme sur le net. Les siestes électroniques, c'est toujours très, très intéressant d'aller y jeter une oreille à n'importe quel moment de la journée, puisque ça commence l'après-midi et ça se termine très tard dans la nuit, surtout avec le festival Off que les siestes électroniques ont mis en place. À la Cave à Rock, ce soir, 3 boulevard des Minimes, du punk avec le groupe Pute, et puis du rockstooner avec Black Meadows à partir de 21h. Ce soir, au Dada, à 22h, je crois que Vincent Stockholm n'arrive pas à imaginer qu'un groupe de punk puisse s'appeler Pute. Eh ben oui. Mais moi j'adore. Eh ben oui. J'aurais jamais osé, mais je trouve ça super. Que c'est une soirée qui est organisée en lien avec le Stras aussi. Oui, c'est ça. C'est normal. Voilà, c'est normal. Ce soir au Dada à 22h, Clyde Arcalis, musicien électro from Marseille, dans un style plutôt techno house. Et ce concert se fera dans le cadre justement du off des siestes électroniques. Au Ravelin, on pourra écouter les Mongrades du punk rock berlinois, suivi de Adrian Bang, synthétiseur en solo à partir de 20h. Le chœur du Conservatoire de Toulouse chantera des œuvres de Kodaly, Layton, Dyson, Stopford et Layton au Temple du Salin à partir de 20h. Œuvres pour voix et orgue. Ce soir également à 20h, retour du funk de la Malka Family à Toulouse, et ça se passera donc à 20h au Rex. Le Cri du Cœur, une chorale qui vient de fêter ses 20 ans d'existence, sera elle au Bijou à 21h30. Chant de lutte au programme. Carpouzi, Mon Amour, sera lui ce soir à la Candela pour un mélange explosif de musique orientale et de surf rock. Au Jardin des Plantes à partir de 20h, un bal occitan avec Carabal Trio et Youk Trio. Et puis dimanche à 18h au Bruegel, Addis Black Mamba, groupe toulousain, groupe d'ethio jazz mais aussi d'afrobeat, qui joueront sans doute, si le temps le permet, sur la place des Tiercerettes face au Bruegel. Et tout ça à partir de 18h, le dernier concert du week-end, Addis Black Mamba, qu'on écoute tout de suite.
Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Quelques messages à caractère personnel pour se quitter. Par exemple, demain soir, n'oubliez pas, sur Campus à 21h, concert à la radio avec le quartet vocal Anouk. N'oubliez pas non plus que mardi prochain, l'émission La Brèche prendra une semaine de vacances. Paul Benaïm ira dans une espèce de grotte New Age au fin fond du sud Aveyron pour se ressourcer. Et donc, la Brèche revient dans 15 jours. Dans un instant, John Little reprend le contrôle de Campus FM pour un nouveau numéro de son génial et incredible Little by Little Wicked Show. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et l'on commencera à parler de festival d'été. D'ici là, portez-vous bien. Salut les filles. Caramel!